Donc aujourd'hui, on va faire le cas plus précis du cas réel, donc le cas réel où on a un amortissement. On a vu dans le cas de la résonance que l'amplitude augmentait avec t, avec le temps. Donc dans le cas réel, on n'aura pas ce cas-là, puisque on a un système qui n'est pas parfaitement isolé au niveau de la perte d'énergie. Donc tout système perd de l'énergie si on le considère comme un système ouvert. Si on prend l'univers entier, évidemment que les choses sont différentes. Mais bon, de toute manière, l'entropie augmente. Donc c'est pour ça qu'un jour ou l'autre, l'univers s'arrêtera et que tout sera à température 0 Kelvin et que, voilà, ça sera la fin, mais c'est pas tout de suite. Donc ça, c'est l'augmentation de l'entropie, c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on a un système qui ne perd pas d'énergie et qu'on le soumet à une fréquence qui correspond à une de ses fréquences propres, il va commencer à osciller de manière incontrôlée avec une amplitude qui croît linéairement avec le temps. Dans un cas réel, il y a toujours du frottement, il y a toujours de l'amortissement, il y a toujours de la viscosité, il y a toujours de la perte d'énergie. Cette énergie, elle est perdue sous forme de chaleur, toujours. Et c'est ce qu'on observe d'après la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire, si on simplifie, le désordre augmente. Donc, si on casse une bouteille, elle ne va pas se remettre ensemble toute seule. Voilà, ça c'est la deuxième loi de la thermodynamique, enfin la troisième plutôt. La deuxième, c'est qu'il existe l'entropie qui est une variable qui ne peut que augmenter. Donc ça veut dire quand on est dans un système, que ce soit un pont, que ce soit un circuit électronique, que ce soit un circuit hydraulique ou n'importe quoi d'autre, on a toujours des pertes. Il n'y a pas de système parfait. Vous connaissez ce système avec les petites billes là, qui sont accrochées les unes aux autres avec des... Ça ressemble à ça. Avec des... Ne me dites pas que maintenant le système n'est pas connecté, parce que là je vais... Voilà. Donc, ces petites billes qui sont accrochées comme ça... Bon, je vais évidemment pas y arriver... Voilà, vous connaissez ce petit jeu. Donc on lâche la bille qui est à droite, qui vient entrer en collision avec celle-ci. Ça va pousser cette bille ça va pas la pousser, ça va lui transmettre une force, qui va transmettre une force à cette bille, qui transmet une force à cette bille, qui va partir et qui va se retrouver quelque part ici. Et ce qu'on peut dire, c'est que si cet angle-là, on va l'appeler alpha, donc cet angle-là, on va l'appeler bêta, et on sait que bêta est inférieur à alpha. Si on commence par faire 1, on lâche cette bille, 2, on a un contact, 3, la force est transmise à la bille numéro 3, puis la bille numéro 4, puis la bille numéro 5, puis transmise à la bille numéro 6 qui monte. Eh bien, si le système était parfait, l'angle bêta serait égal à alpha. Ça veut dire que si on la lâchait de 10 degrés, on lâche, boum, ça transmet parfaitement l'énergie, la quantité de mouvement, et la bille 6 monte du même angle exactement. Ça s'appelle un système parfait qui n'a pas de frottement, qui n'a pas de dissipation, et où tout est parfait, ça n'existe pas. Donc si vous jouez avec ce système-là, vous verrez qu'au bout d'un moment, le système s'arrête. Il n'y a pas de mouvement perpétuel, sinon on n'aurait pas de problème énergétique comme on a aujourd'hui dans le monde. Voilà, donc c'est à cause de ces frottements-là qu'on perd de l'énergie. Les pneus sur la route, les frottements dans le moteur,
la transmission électrique le long d'un câble, ça c'est l'effet Joule. Encore une fois, on perd de l'énergie par frottement, entre guillemets. Voilà, donc tous ces systèmes sont des systèmes qui ne sont pas isolés, enfin qui ne sont pas parfaits, et qui donc ont des pertes, et ces pertes créent justement, ça nous arrange parce que le coût de la résonance, par exemple, si on n'avait pas de perte énergétique, l'oscillation augmenterait avec le temps, et ça voudrait dire que ce serait beaucoup plus difficile de stabiliser la structure. Donc en fait, dans certains cas, le frottement nous aide beaucoup. Mais il ne nous aide pas quand on essaye de faire décoller un avion, parce que c'est là, avec la gravité, deux forces qui nous empêchent de décoller. D'accord ? Bon, donc aujourd'hui, on va faire le régime. Ça, c'est un petit exercice que je vous conseillerais de faire, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui a un rapport avec ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est de prendre cette équation, donc x moins 3x moins 4x égale 5 exponentielle moins t, et d'essayer de trouver une solution particulière. Voilà. Alors ça, je vous laisse faire, et puis c'est tout. Et puis ensuite, si vous pouviez, c'est tout, ça suffira. Trouver juste une solution particulière. Bien, alors aujourd'hui, on fait ce qui s'appelle la résonance amortie. Donc l'amortissement, en anglais, ça s'appelle damped resonance. Donc en anglais, amortissement, c'est damping. Et ça correspond à un certain type de frottement. Donc il y a différents types de frottement. Dans ce dont on parle aujourd'hui, on va uniquement parler de frottement qui s'appelle visqueux. Alors la définition du frottement visqueux, c'est un frottement qui est proportionnel à la vitesse. Alors, parfois, c'est pas seulement à la vitesse, mais à la vitesse au carré, peut-être. Mais en tous les cas, c'est un frottement qui dépend d'un caractère cinétique du mouvement, c'est-à-dire pas seulement du déplacement, pas seulement de la position, mais de la vitesse. Donc, un exemple, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un frottement visqueux. La viscosité, c'est quelque chose... il y a deux types de viscosité, une viscosité statique, une viscosité dynamique. C'est comme le frottement solide, frottement avec coefficient statique, coefficient dynamique. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est si vous avez quelque chose sur la table, vous essayez de le faire avancer en appuyant, en le poussant dessus, ça sera plus difficile de le mettre en mouvement que de le garder en mouvement. Ça, c'est la différence entre le frottement statique et dynamique. Donc c'est plus difficile de mettre quelque chose en mouvement. Vous avez déjà essayé certainement si vous faites, du high rocks ou crossfit ou n'importe quoi comme ça, vous devez tirer des sleds, des chariots, ou alors si vous avez déjà fait du ski ou du ski de fond, vous essayez de partir, surtout en ski de fond ou en skating, vous commencez à partir, au début c'est dur, dès que vous êtes lancé, c'est plus facile. Ça c'est pareil. Donc vous essayez de mettre quelque chose en mouvement, ça bloque. Dès que c'est parti, c'est plus facile de garder le mouvement que de commencer le mouvement. Si vous avez un chariot avec 300 kg dessus que vous devez le tirer, au début c'est dur. Une fois que vous avez l'élan, vous arrivez à maintenir la vitesse et c'est beaucoup plus facile. Ok ? Donc ça c'est la base du frottement. Et là, ce dont on parle, c'est un frottement visqueux, c'est-à-dire un frottement qui dépend de la vitesse. Donc le truc typique, c'est on saute d'un avion avec un parachute, en général, et on
on chute, au bout d'un moment, on atteindra une vitesse dite limite. C'est-à-dire qu'on ne continuera pas à accélérer pour toujours. Il y a un moment, la vitesse qu'on obtient tend vers une limite. On ne peut pas aller plus vite. Alors cette limite dépend de quoi? De si on est comme ça, les bras ouverts, si on est comme ça, si on est comme ça. Donc ça dépend de quoi? De la surface qu'on offre en résistance à l'air. Okay? Donc plus la surface est grande, plus on va freiner, et plus notre vitesse limite va être petite. Plus la surface est petite, moins on va freiner, plus la vitesse limite va être grande. Exemple, les records du monde, où ils se sont mis dans une ogive, quelque chose comme une balle, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ils sont sautés d'un avion, ils ont atteint, je ne sais plus, une vitesse incroyable, peut-être quelqu'un sait, je crois que c'était proche de la vitesse du son. Donc, dans la tête dans un truc comme ça, et voilà, donc bon. Il y a des gens qui s'occupent comme ils peuvent, mais donc là, évidemment, la surface de contact avec l'air est très petite. Et en plus, la forme est aérodynamique, ce qui, évidemment, diminue le frottement. C'est pour ça que les avions ne sont pas cubiques, parce qu'avec un avion cubique, ça serait difficile de voler. Voilà, donc ça, c'est la base. Ensuite, non, on ne va pas parler de tous ces détails. Nous, on va juste regarder ça sous la forme très simple d'une équation. Donc, notre équation, ça va être le terme habituel. Donc, mx point point, ça c'est la masse fois l'accélération, plus gamma, ça c'est un coefficient de frottement visqueux, fois x point c'est la vitesse, plus kx. Alors, kx, ça c'est la force élastique, c'est-à-dire, par exemple, un ressort, égale, et cette fois, on a toujours notre petit terme de droite, f cosinus oméga t. Alors, on va analyser chaque terme. Ça, c'est, on peut dire, on va l'écrire tout simplement, masse fois accélération. Alors, je donne un exemple en mécanique parce que c'est le plus facile à comprendre intuitivement. Mais si vous préférez réfléchir à un circuit électronique, ça va aussi, hein, ça ne change rien. C'est juste que les noms sont différents, mais le résultat est le même. Plus gamma x point. Donc, gamma x point, ça c'est... Donc, x point, c'est la vitesse. Gamma, c'est le coefficient de frottement. Donc, ça, c'est le frottement. Ou amortissement. Visqueux. Donc il est visqueux parce qu'il est proportionnel à la vitesse x point. Donc ça c'est un coefficient qui est mesuré. Alors, selon le système, si on parle d'un fluide, c'est mesuré avec un rhéomètre. Si on parle d'un amortissement autre, ça peut être mesuré différemment. Donc, parfois, c'est difficile à mesurer. Il faut le calibrer en faisant différentes expériences. Mais vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, mesurer ce gamma. OK. Et donc, ce cas, vous le connaissez. Ça, c'est le terme, disons, élastique. K, c'est la raideur. Donc, raideur. Et X, vous pouvez penser à ça, soit la position, soit le déplacement du point. Et ce terme-là, ça c'est le terme de droite, qui s'appelle... Alors le terme de droite, on peut l'appeler le terme, disons, c'est la sollicitation. On peut utiliser plein de mots. Sollicitation, on peut aussi dire que c'est le... Voilà, la force d'entraînement. Ouais. Ah, on va l'appeler ça comme ça suffira. Ok, donc voilà, donc on a donc un terme de droite. Donc ça, comme d'habitude,
Ça veut dire qu'on sait qu'on va devoir chercher une solution particulière. On a une équation standard, qui est l'équation qu'on a à gauche. Ça, c'est une équation, si on enlève le terme de droite, qui est homogène. Si on met le terme de droite, c'est inhomogène. Donc si on fait un peu la revue de ce type d'équation, donc c'est une équation déjà, elle est différentielle, elle est du deuxième ordre. C'est toujours bien de faire une revue un peu du truc. Donc pourquoi deuxième ordre? Parce qu'on a dérivée seconde. Ensuite, elle est à coefficient constant. Donc ça, c'est une hypothèse fausse, d'ailleurs, en général. Donc, par exemple, quelle couleur je pourrais prendre? Bon, c'est bien complexe, là. On va prendre ça. Donc, à coefficient constant. Donc, ces trucs-là, c'est constant. Alors, ces coefficients, en réalité, ne sont jamais constants, évidemment. Mais s'ils n'étaient pas constants, on ne pourrait pas le résoudre à la main. En tout cas, pas aussi facilement dans le cas général. Donc, si c'était des polynômes, ça irait à peu près. Des exponentielles, des sinus, tout ça, ça serait à peu près faisable. Dans le cas général, c'est impossible à résoudre à la main. Donc, il faut le résoudre numériquement. Et là, ce n'est pas le but du jeu. Donc, on va considérer ces coefficients comme non constants. Ceci dit, si vous voulez vous amuser dans MATLAB ou dans Mathematica ou dans n'importe quel autre système, Wolfram Alpha ou n'importe quoi d'autre, maintenant, c'est très facile d'avoir des solutions pour des équations qui ne sont pas à coefficient constant. Vous pouvez essayer, par exemple, de dire, ce qui pourrait être intéressant, que gamma dépend de la position. Donc on pourrait dire que le coefficient de frottement dépend de l'altitude. Ça serait pas ridicule, parce que plus on est haut, moins il y a d'air, puisque c'est de plus en plus vide. Donc quand on est haut, il y aura beaucoup moins de frottement que quand on est bas. Donc plus la distance à la Terre diminue quand on saute en parachute, plus la distance à la Terre diminue, plus le frottement augmente. Alors ça, on ne le prend pas en compte. Mais si on le prenait en compte, on obtiendrait une solution différente, c'est sûr. Donc on pourrait dire par exemple, dans le modèle de l'atmosphère isotherme, on dit que la température, disons, décroît à peu près d'1 degré par 100 mètres. On pourrait faire une corrélation entre l'équation de Boltzmann qui nous donne la température et puis le nombre de particules qu'on a. À partir de ça, on pourrait déterminer la pression. À partir de la pression, on pourrait faire une corrélation avec le nombre de particules moyen et dire que gamma dépend de telle manière, mettons linéairement, de l'altitude. Bon, ça serait certainement faux aussi, mais ça serait intéressant. Et ce qu'on pourrait imaginer, alors imaginons qu'on ne sache pas gamma, comment elle varie en fonction de l'altitude. Vous voyez, ce genre de problème, c'est ce qu'un scientifique ou un ingénieur auquel il doit se confronter tous les jours dans son travail. On va lui donner beaucoup d'expérience. Par exemple, on va mesurer 10 000 parachutistes qui sautent d'un avion. On va mesurer leur trajectoire exacte, leur vitesse. Aujourd'hui, c'est facile avec des senseurs. Et on va ensuite essayer de trouver l'équation qui régit ce mouvement de manière la plus précise possible. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre va sauter de l'avion, on va essayer de pouvoir déterminer a priori sa vitesse en fonction du temps, sachant les données pour 10 000 parachutistes précédents. Vous voyez, là, c'est exactement ce dont je vous parlais au premier cours, quand je vous disais que parfois on a des équations, que l'équation, on sait qu'elle détermine le mouvement, ou qu'elle détermine le système dont on parle. Donc là, on sait que l'équation de Newton, on n'est pas très loin de la réalité, mais il nous manque des infos. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas exactement gamma, ce coefficient de frottement, on ne sait pas exactement quelle est sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire des expériences. Et ces expériences, jadis, disons, on les faisait dans un hangar, et après, on gardait la valeur de gamma. C'est comme si on disait, on va faire sauter des parachutistes,
et on va les faire sauter à un seul endroit du monde, et on va dire que ça correspond à la même chose à n'importe quel endroit, quelle que soit l'humidité ambiante, quelle que soit la température, quelle que soit la pression, quelle que soit la météo. Si on a une dépression ou un anticyclone, la pression va changer. Donc, tous ces paramètres, on va dire qu'on n'en a rien à faire, on les oublie, et on dit que tout se passe comme s'ils sautaient tous, je sais pas moi, n'importe où, à Luxembourgville. Alors qu'en réalité, s'ils sautent en Guyane, où l'air est beaucoup plus humide, où la gravité est beaucoup plus faible, puisqu'on est proche de l'équateur, c'est pour ça qu'on envoie Enfin, c'est pas que la gravité est faible, mais c'est que on a la force d'entraînement de la Terre qui est beaucoup plus grande, vu que la Terre tourne sur elle-même, c'est pour ça qu'on envoie les fusées proches de l'équateur et pas proches des pôles, parce qu'on a la force d'entraînement de la Terre qui nous aide à envoyer la fusée, donc on a besoin de moins d'énergie. Donc, à ces endroits-là, évidemment que les situations ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, on a vraiment la chance, et je vous donne cet exemple-là parce que ça tombe bien, de pouvoir mesurer des choses en temps réel et adapter l'équation à ce qu'on mesure. Donc par exemple, si on était quelqu'un, on peut imaginer une utopique, enfin pas utopiquement, mais de manière hypothétique, qu'on saute d'un avion et qu'on doive, en temps réel, déterminer ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit aller plus à droite, plus à gauche, etc. Si on avait une équation comme ça, et qu'on arrivait à la résoudre en temps réel, et qu'on pouvait adapter les coefficients à l'environnement dans lequel on est, on peut imaginer des cas avec n'importe quel objet volant, eh bien, on pourrait adapter notre décision à ce qu'on est en train de mesurer. Alors que si on n'utilisait que l'équation, tout serait faux, parce que l'équation, elle a des coefficients qui sont calibré dans des conditions complètement différentes à la condition dans laquelle je suis. Un exemple qui, pour l'instant, n'est pas encore d'actualité, mais Star Trek, l'Enterprise, que vous connaissez tous. Désolé de prendre des exemples un peu de science-fiction, mais enfin, l'idée est quand même pas mal parce que c'est Go where no human has gone before, un truc dans le style. Ça, c'est le motto, quoi. C'est l'idée de Star Trek, c'est qu'on va à un endroit où on n'est jamais allé avant. Si on n'y est jamais allé, on ne peut pas savoir les conditions. Donc, et ça, un jour ou l'autre, ce sont des choses qui vont arriver. D'ailleurs, qui arrivent déjà maintenant. Quand on met des satellites sur orbite, on ne peut pas prévoir les rayons cosmiques, par exemple, qui vont heurter le satellite. Il y en a eu un récemment mesuré qui serait de force nettement plus haute en électronvolts que ce qui a jamais été mesuré. Mais je dis serait parce qu'ils ne sont même pas sûrs encore que la mesure a été correcte. Mais ça voudrait dire que si on avait mis ce satellite-là, on avait prévu que les rayonnements cosmiques... En fait, les rayonnements cosmiques ne sont pas des rayonnements, ce sont juste des neutrons et des protons qui bombardent l'univers tout le temps. Nous, on est protégés par l'atmosphère, mais si on est dans l'espace, où il y a le vide, ces neutrons et ces protons, ils heurtent les matériaux et ils arrachent des bouts de matériaux à chaque fois qu'ils les heurtent, parce qu'ils les heurtent avec une grande vitesse et il n'y a rien pour les arrêter puisqu'on est pratiquement dans le vide. Donc quand ils heurtent un objet qui tourne autour de la Terre, ils arrachent les noyaux des atomes. Donc au bout d'un moment, si on laisse quelque chose dans l'espace, il va être dégradé complètement et il disparaîtra un jour ou l'autre. Et il retombera sur la Terre d'ailleurs. Et vu le nombre d'objets qui tournent autour de la Terre, la probabilité de s'en prendre un sur le coin de la tête devient de plus en plus grand, d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose un peu à part, mais c'est vraiment important je vous répète ça pour que vous vous rendiez compte que maintenant on n'est plus juste avec des équations. Donc que vous aurez un jour ou l'autre, ça viendra, je ne sais pas quand, besoin vraiment de mettre à jour ces équations en temps réel pour que l'objet qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire puisse être adapté à la situation. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Ok, donc ça c'est notre équation et on a le membre de droite comme d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on va résoudre ce truc comme si on résolvait n'importe quelle autre équation. Premièrement, on regarde l'équation homogène. Alors, équation... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'elle était inhomogène aussi. Voilà, elle est inhomogène à cause du terme de droite qui est ici. Alors, on commence par l'équation homogène. Donc, l'équation homogène, elle a une équation caractéristique
mr carré plus gamma r plus k égale 0. Alors là déjà, ça va se compliquer, parce qu'on sait qu'on va avoir deux cas différents. Donc regardez donc d'abord quel cas on pourrait avoir. Donc on résout cette chose-là, on calcule le discriminant delta qui est gamma carré moins 4mk. Et on a donc deux solutions, gamma plus moins égale, alors on sait que ça sera déjà sur 2a, c'est-à-dire 2m, moins b c'est moins gamma, plus ou moins racine de gamma carré moins 4mk. Bien, alors ensuite, alors maintenant on va avoir deux possibilités, enfin trois. On a le cas delta strictement négatif, c'est-à-dire gamma carré moins 4mk strictement négatif, c'est-à-dire gamma carré strictement plus petit que 4mk. Donc ça c'est le premier cas, et ce cas-là, on dit qu'il est sous-amorti, donc régime. Donc ça se dit en anglais, c'est beaucoup plus simple à dire underdamped. Bon, surtout si je l'écris correctement, underdamped. Donc sous-amorti. Donc, pourquoi sous-amorti? Parce que vous voyez qu'il y a un ratio entre le frottement fluide, donc l'amortissement, plus petit que 4m fois k. Vous voyez qu'à droite, on a la raideur et la masse qui pèsent contre l'amortissement. Ok? Donc déjà, ça vous donne une idée de l'unité de l'amortissement, puisque vous avez l'unité à droite, la masse fois la raideur, donc Newton-mètre fois kilo. Ça, c'est la racine carrée de ça, c'est l'unité pour le frottement fluide. Ok, bon. C'est pas très intuitif comme unité d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, on va avoir le cas où delta est strictement positif. Donc là, on a gamma carré strictement plus grand que 4mk. Et ça, évidemment, c'est overdamped. Donc on peut dire que c'est suramorti ou amorti de manière voilà, suramorti. Ensuite, delta égale 0. Gamma carré égale 4mk. Et ça, c'est le régime critiquement amorti. Ou en anglais, critically damped. Ok, alors. Bien.
Donc, on peut faire une petite remarque aussi. C'est que si on prend le gamma plus moins, alors gamma plus moins égale, donc c'est moins gamma plus ou moins racine de delta sur 2m. Donc dans le cas négatif, même dans le cas négatif, enfin dans tous les cas, on a toujours la partie réelle. Pourquoi j'ai appelé ça gamma plus moins? C'est R plus moins. J'avais déjà écrit gamma plus moins, oui c'est faux. Là-haut c'est R plus moins. Tout le monde a corrigé? Donc R plus moins. Sont les racines en fait, c'est pour ça. Donc R plus moins égale moins gamma plus racine de delta sur 2m. La partie réelle de R plus moins est toujours négative. Donc ça veut dire que à l'infini, l'amplitude des oscillations tend vers 0. Et donc, on verra d'ailleurs que la solution de E tend, quand t tend vers plus l'infini, à la solution particulière. Alors, si je me souviens bien, je l'avais écrite en... tend vers la solution particulière. De E. D'accord, donc la solution générale de E, c'est celle qu'on cherche, on ne l'a pas encore, va avoir deux parties, la solution particulière plus la solution homogène. Et on vient de voir que la solution de la... D'ailleurs, excusez-moi, je vais le réécrire en blanc, parce que au moins que ce soit cohérent. Ça, c'est la solution générale de E. Voilà, la solution générale de E, on sait que c'est égal à la solution particulière plus la solution générale, la solution particulière de E plus la solution générale de H. D'accord? Et la solution générale de H, c'est celle-ci, qui tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc ça veut dire que si on écrit la solution... Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout maintenant, vous comprendrez plus tard. La solution générale de E, celle-là, elle est égale à la solution particulière, non, à la solution générale de H, d'accord, donc c'est-à-dire l'équation homogène, plus la solution particulière de E. D'accord? Donc ensuite, cette solution-là, on vient de dire qu'elle tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et ça vient du fait que ici, on est à un moins gamma. D'accord? Donc, un moins gamma, ça veut dire que la partie réelle est négative. Et puisqu'elle est négative, on a exponentielle moins un truc positif fois t. D'accord ?
D'accord ? Donc ça veut dire que cette solution générale, elle va tendre vers 0 quand t tend vers plus l'infini. On a exponentielle disons AT moins AT avec A négatif. Okay ? Plus la solution particulière. Donc ça veut dire que la solution générale de E, elle va tendre vers quoi ? Eh bien, elle va tendre vers la solution particulière quand t tend vers plus l'infini. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on s'intéresse à ce qui se passe asymptotiquement quand t va devenir très grand, on n'a même pas besoin de la solution générale de h, parce qu'elle tend vers 0. Donc si on regarde que le comportement à l'infini, il suffit de regarder la solution particulière. C'est quand même pas mal. Ok ? Ça peut être plus rapide, parce qu'on n'a pas besoin de regarder tout le blabla qui se passe avant. On sait, à la fin, ça va se stabiliser à quelque chose, et ça, c'est la solution particulière. Okay, c'est juste une remarque, il n'y a pas besoin de vous stresser avec ça. Si vous n'avez pas complètement compris, c'est pas un drame non plus. Quand vous verrez les équations, vous comprendrez de toute façon. Donc, ok. Ok. J'ai cru qu'il y avait une question. Alors. Autre remarque. Comme les conditions initiales sont satisfaites par la partie en jaune là, ou en vert, ça veut dire que la solution à l'infini est indépendante des conditions initiales. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Donc la solution à t tend vers plus l'infini est indépendante des conditions initiales. Alors ça aussi, intuitivement, c'est assez logique. On imagine, on saute d'un avion, notre vitesse limite, elle ne va pas dépendre de si on a sauté en l'air par rapport à l'avion, plutôt en bas, si on a été largué à l'horizontale ou à la verticale. Ça ne change pas grand-chose, enfin, ça change en fait rien, puisque tout se passe à l'infini et que la solution générale de h tend vers 0 de toute manière. Donc au bout d'un moment, la partie standard de l'équation ne sert plus à rien, il n'y a plus que le membre de droite et la solution particulière qui est utile. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Ok, donc maintenant, on va déterminer une solution particulière. De E. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Donc, on répète encore une fois. On va utiliser l'équation complexe, cette fois. Donc là, je vais utiliser une méthode que je n'ai pas encore utilisée. J'espère que ce sera compréhensible. Donc, mz point plus gamma z point plus k z égale, alors c'est la méthode que je n'avais pas faite la semaine dernière, donc on va la faire cette semaine, égale f exponentielle i oméga t. Donc cette équation-là, c'est la représentation donc équation dérivée partielle complexe. Donc, elle n'est pas complexe parce qu'elle est compliquée, elle est complexe parce qu'elle est dans C. D'accord ? Alors, maintenant, on va dire que
XP, c'est la solution particulière, ça va être la partie réelle de la solution particulière ZP. Et on utilise les nombres complexes parce que c'est assez simple. Au lieu d'avoir les cosinus, les sinus et tout le blabla qui complexifie tout, c'est le cas de le dire, en utilisant les nombres complexes, c'est beaucoup plus simple, paradoxalement. Donc, ZP de t, on peut l'écrire A exponentielle I oméga t. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant notre ansatz. Donc ça, c'est une hypothèse. On va chercher la solution sous cette forme et on va remplacer tout simplement dans l'équation. Donc si on remplace, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, c'est quelque chose qui est hyper important aussi en électromagnétisme. Donc je vais vous faire le calcul de manière explicite parce qu'il y a la même technique en électromag et c'est quelque chose qui est vraiment hyper beau. Vous verrez, ça ressemble beaucoup à la transformée de Laplace. Ça ressemble aussi beaucoup à ce qui se passe en transformée de Fourier. Donc les deux transformées, de toute façon, se ressemblent. Quand on résout les équations différentielles en utilisant ces transformées, il se passe, à chaque fois qu'on dérive, ça revient à multiplier par quelque chose. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, on va voir tout de suite. Je vais l'écrire lentement la première fois pour que ce soit clair. Et après, vous arriverez à le faire tout seul. Donc maintenant, si on calcule ZP point de t, ça, c'est la dérivée par rapport au temps. Donc je vais l'écrire explicitement, encore une fois, pour que ce soit très très clair la première fois. Donc d dt de A exponentielle I oméga t. Donc tout est constant sauf l'exponentielle I oméga t. Donc ça nous donne A I oméga exponentielle I oméga t. Alors vous voyez, les nombres complexes se comportent comme des nombres réels. On peut différencier par rapport à t de la même manière. Et devinez ce qui va se passer quand on va différencier deux fois. Donc z point p de t. Donc là, c'est encore une dérivée, mais c'est la dérivée cette fois de A I oméga exponentielle I oméga t. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver maintenant? Eh bien, ça nous donne A I oméga au carré exponentielle I oméga t. Mais I oméga au carré, c'est moins A oméga carré exponentielle I oméga t. Bon, et ça c'est super cool parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de I déjà. Parce qu'on a différencié deux fois. Donc ça c'est chouette. Ça nous simplifiera la vie. Donc ça veut dire que dans notre équation, on n'aura plus le I que sur le terme de damping, donc sur le terme du milieu. Donc on va réécrire l'équation. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va remplacer ZP, donc remplaçons ZP dans l'équation de base, donc directement dans E. Donc on a, vous vous souvenez, hein, c'est M Z point plus gamma Z plus K, gamma Z point plus KZ égale F E I oméga T. Donc ça nous donne M, donc moins M A oméga carré exponentielle I oméga T, je l'écris mais on sait tout de suite qu'on va s'en débarrasser, plus gamma fois A E I oméga T, j'ai oublié le I oméga T, donc gamma A I oméga T exponentielle I oméga T, gamma A, hein, donc I gamma oméga A, c'est bien, plus K fois A exponentielle I oméga T égale F E I oméga T. Et évidemment, c'est pas par hasard que le I oméga T est partout et n'est pas 0, donc on peut l'éliminer. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne A égale grand F divisé par
une fraction, et quel miracle! Dans cette fraction, on obtient k moins m oméga 2 plus i gamma oméga. Voilà. Alors, maintenant, on va définir là-dedans oméga 0 égale k sur m, égale racine de k sur m. Donc, oméga 0 carré. Oui, pardon. Pour le travail que vous avez remplacé, Zachary, vous avez dit gamma i oméga t, et le t il est faux, non? Alors, je vais essayer déjà de comprendre où on est. Ici. Non, à côté. Ah oui. Celui-là. Ouais, il est faux, effectivement. Tout le monde l'a vu? Merci. Ça, c'est magnifique. Donc ici, il y avait un T, boum, il n'y a plus de T. Tout le monde a enlevé le T? Très bien, merci beaucoup. Ouais, sinon, ça ne marchait pas du tout. Ok, donc oméga 0 égale racine de k sur m. C'est le premier truc qu'on va noter. Ensuite, donc ça, c'est quoi? C'est la fréquence naturelle, la fréquence propre. Bon, ça, on l'avait déjà rencontré la semaine dernière, celle-là, parce que c'est celle à laquelle, si on sollicite le système à cette fréquence ou à cette pulsation, on obtient de la résonance. D'accord? Ça, on l'avait déjà vu. On va définir un deuxième coefficient qui est grand gamma égale petit gamma oméga sur m. Et on va définir petit f égale grand F divisé par la masse. Ok, alors avec toutes ces notations tarabiscotées, on obtient grand A égale quoi? Donc petit f, bon ça vous pouvez vérifier, c'est pas très complexe à trouver, égale petit f divisé par oméga 0 carré moins oméga carré, entre parenthèses, plus i grand gamma. Alors, ce truc-là, vous voyez, on a un i en bas, donc on n'aime pas les i en bas, donc comme vous avez vu en nombre complexe, quand on n'aime pas les i en bas, on multiplie en haut et en bas par le conjugué. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve en haut avec un f oméga 0 carré moins oméga carré moins i gamma. Alors ça a l'air un peu barbare, mais vous verrez que c'est pas si barbare que ça. Et au dénominateur, oméga 0 carré moins oméga carré plus grand gamma carré. Au carré, pardon, plus grand gamma carré. Ok, donc ça, c'est notre grand A, et c'est donc le coefficient dont on a besoin. Donc maintenant, on va se focaliser sur ce terme-là. Donc ne paniquez pas hein, si ça vous paraît pas trivial ce qu'on est en train de faire. C'est un peu normal. Donc on va se focaliser sur ce terme-là. Donc là, on l'a sous forme algébrique. Et on va essayer de le mettre sous forme exponentielle ou forme polaire. D'accord? Donc, ça, c'est relativement simple. Notre but, c'est de l'écrire. Cette chose-là égale R. Alors, ce n'est pas le même R que tout à l'heure. Désolé, j'aurais pu l'appeler ρ. Ouais, je vais l'appeler ρ d'ailleurs. Donc, ρ exponentielle
I, phi. Donc, vous savez que ρ, c'est le module, et phi, c'est l'argument. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est quelle est la valeur de ρ et quelle est la valeur de phi. Donc, ρ, c'est bien, ça fait des révisions pour les nombres complexes. Ρ, c'est la racine carrée de la somme des carrés de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc, vous savez, donc d'habitude on écrit racine carrée de x carré plus y carré. Donc, qu'est-ce que x carré ? X carré, c'est oméga 0 carré moins oméga carré, le tout carré. Donc, c'est quoi ? C'est ce bazar-là. Donc, c'est lui. Ensuite, plus grand gamma carré. Pourquoi ? Parce que c'est lui. Voilà, donc ça c'est le module, c'est assez facile. Alors l'argument c'est toujours un peu plus difficile, mais pas trop. C'est juste que la tangente de phi est égale au ratio entre la partie imaginaire et la partie réelle, c'est-à-dire grand gamma divisé par oméga 0 carré moins oméga carré. Donc finalement, grand A, sous forme polaire, peut être écrit f sur racine carrée de oméga 0 carré moins oméga carré le tout au carré plus gamma le tout au carré exponentielle i phi. Voilà, ensuite on dit que xp de t égale partie réelle de a i oméga t, et maintenant on a a, donc on est content. Maintenant, on a A, donc on peut calculer la partie réelle de cette chose-là, c'est-à-dire la même chose, f divisé par cette racine carrée, bon, c'est la même, pas besoin de la réécrire, fois partie réelle de exponentielle i oméga t plus phi. Et donc, xp de t, c'est égal à f divisé par cette belle racine carrée de oméga 0 carré moins oméga carré le tout au carré plus gamma au carré fois cosinus oméga t plus phi. Bon, je vous laisse respirer un peu. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, on va regarder cette solution particulière parce que
on a vu jusqu'à maintenant, on a vu tout à l'heure que ça nous donnerait le comportement à l'infini, et donc c'est ça qui nous intéresse potentiellement. Donc on peut regarder quelques petites choses dans cette solution. Donc première chose qu'on va regarder, c'est ça. Oui. L'équation, c'est pas qu'on avait commencé avec ZP, je crois. Oui, mais là c'est la partie réelle qu'on prend seulement. Et pourquoi on prend la partie réelle? Parce qu'on a une équation réelle. Donc, on résout, c'est une bonne question, on résout avec les nombres complexes parce que c'est plus simple. Enfin, ça n'a pas l'air plus simple, mais dans le cas général, ça peut être plus simple. Et ensuite, on se dit, ok, la partie complexe, on s'en fiche, la partie imaginaire, parce qu'on a une solution qui est réelle, parce que l'équation de base était réelle. Si l'équation avait été complexe, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on peut aussi la résoudre. L'équation complexe, avec la même méthode, ça marche pareil. Donc c'est juste pour ça qu'on fait ça. Excellente remarque. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, parce que ce machin-là, ça ressemble à rien, quand on le regarde, on comprend rien, donc on va essayer de décortiquer cette solution pour voir à quoi elle ressemble dans des cas particuliers. Donc par exemple, évidemment, le premier cas particulier qui saute aux yeux, c'est oméga 0 égale oméga. Parce que quoi? Parce que ça nous donne quelque chose de... Ça nous simplifie déjà l'équation. Donc, supposons, premièrement, oméga 0 égale oméga. Donc, quand je dis analyse, on ne va pas faire l'analyse de la fonction entière, hein, mais on va regarder quelques petites choses juste pour dire. Alors, donc, oméga 0 égale oméga, ça nous donne donc xp de t égale, toujours le petit f, divisé par racine de gamma carré, donc c'est plus ou moins gamma, grand gamma, et plus ou moins grand gamma, eh bien c'est, on va dire, gamma. Et ici, on a cosinus oméga 0t plus grand phi. Le truc, c'est que grand phi, c'était quoi? Alors, tangente phi, c'était gamma sur oméga 0 carré moins oméga. Donc, tangente phi égale gamma sur... C'était ça. Ouais, oméga 0 carré moins oméga carré. Donc, ce truc-là, maintenant, c'est 0. Donc, tangente phi, c'est l'infini. Enfin, ça tend vers 0. Hein. Donc, on ne dit pas, ok, on va dire gamma oméga 0. On va dire oméga tend vers oméga 0, plutôt. Hein, c'est plus précis. Donc, ce truc-là tend vers 0. Donc, si ce truc-là tend vers 0, ça veut dire que phi tend vers pi sur 2. Donc, ça veut dire que xp de t égale f sur grand gamma cosinus oméga 0t plus pi sur 2. Donc, cosinus oméga 0t plus pi sur 2, c'est moins... Ah oui, j'ai d'ailleurs pas calculé le... Ah si, c'est bon. Donc c'est donc sinus oméga 0t, mais enfin en tous les cas, ce truc-là, on voit tout de suite que l'oscillation est... Vous vous souvenez que le terme de droite, c'est f cosinus oméga t. D'accord? Donc on voit que l'oscillation, elle est en opposition de phase avec ce qu'on impose. D'accord? Si on a imposé le membre de droite d'être... Alors là, c'est mal parti.
Si ça c'est le membre de droite, f cosinus oméga t avec oméga égale oméga 0, alors la solution xp de t, elle est déphasée par rapport à ça. Donc je vais la dessiner avec la même amplitude, mais évidemment elle n'a pas la même amplitude, mais c'est pas grave, puisqu'on a vu qu'on divise par gamma. Bon, donc si elle l'a pas, plutôt ne pas la dessiner. Ouais, mais ça va être très difficile à dessiner. Bon, on va la dessiner, voilà, comme ça. Et ça, c'est xp de t. Et vous voyez qu'il y a un déphasage de pi sur 2 que j'ai mal dessiné. Un déphasage de pi sur 2. Non, c'est ça. De pi sur 2 entre les crêtes. D'accord? Donc ça veut dire que la vitesse est en phase avec la force qu'on applique, mais le déplacement est en opposition de phase. Donc en revanche, xp point de t, donc elle est en opposition de phase. Et xp point de t, en revanche, ben c'est moins f oméga 0 sur grand gamma sinus oméga 0 t plus pi sur 2. Et celui-là, il est en phase avec f cosinus oméga t. D'accord? Parce que sinus oméga t plus pi sur 2, c'est en opposition de phase. Enfin, le sinus quelque chose plus pi sur 2, c'est un cosinus. Hein? Donc, on est d'accord. Ok. Donc ça, c'est la première remarque. Donc maintenant, autre remarque. Cherchons oméga tel que l'amplitude de xp est maximum. Donc, souvenons-nous qu'on avait l'équation xp de t égale petit f sur racine de oméga 0 carré moins oméga carré le tout au carré plus gamma le tout au carré cosinus oméga t plus phi. Donc, si on veut que l'amplitude de xp soit maximum, il suffit que cette chose-là soit minimum. Donc, si on veut que ça soit maximum, il faut que ça soit minimum. Alors, pour que ça soit minimum, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, on va écrire G de oméga carré égale oméga 0 carré moins oméga carré le tout au carré plus grand gamma, si vous vous souvenez, c'est petit gamma oméga, donc sur M. Donc, on va mettre tous ces trucs au carré. Ok, ça c'est, il faut se souvenir de la définition de gamma égale grand gamma égale gamma oméga sur M.
C'est ce qu'on avait défini plus haut. Hein. Ça vient pas du ciel. Alors voilà, donc ensuite on prend... Donc ça c'est la définition de G. Et on veut trouver son maximum. Donc on va calculer sa dérivée. Donc G, donc d rond G sur d rond oméga de oméga égale 2 oméga carré moins oméga 0 carré plus, d'ailleurs on va différencier par rapport à oméga 2, plus gamma carré sur m carré. Donc en fait ça revient à faire un changement de variable. Hein. Si ça vous trouble un peu de différencier par rapport à un carré, vous pouvez dire grand oméga égale oméga carré et le problème est résolu. D'accord ? Parce que je comprends que ça pourrait vous troubler éventuellement de faire ça. D'ailleurs, formellement, c'est un peu troublant. Mais si vous écrivez, vous pouvez écrire aussi soit grand oméga égale oméga carré. On a G de grand oméga égale oméga 0 carré moins grand oméga le tout au carré plus grand oméga gamma carré sur m au carré. Et ensuite, on calcule d rond G sur d oméga de oméga. Et ça nous donne la même chose, à savoir 2 facteurs de oméga moins oméga 0 carré plus gamma carré sur m carré. Donc, voilà, c'est tout exactement pareil. Hein. Ensuite, on trouve ça, ce qui nous donne oméga égale... Donc oméga, vous vous souvenez, hein, c'est oméga carré, égale oméga 0 carré moins gamma carré sur 2m carré. Et donc ça, c'est ce qui nous permet de calculer quoi? Donc ça... Ce grand oméga 0 carré, on peut écrire donc grand oméga égale grand oméga 0 au carré moins gamma carré sur 2m carré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la fréquence de résonance sans amortissement. Donc ça, c'est ce qu'on a calculé la semaine dernière. Ça, c'est la fréquence de résonance avec amortissement. Et on voit que là-dedans, ce truc-là est positif. Ce truc-là est positif, strictement. Donc, ce truc-là est positif. Donc, toute cette chose-là est négative. Donc, ça veut dire que la fréquence avec amortissement est plus petite que la fréquence sans amortissement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ça veut dire que si on peut définir comme fréquence de résonance de l'oscillateur amorti, ce qui est un abus de langage, parce que quand on est amorti, on ne résonne plus, par définition d'amortissement, eh bien voilà, c'est tout. Ça nous permet d'avoir... ça veut dire que la fréquence de résonance, avec amortissement est plus petite que la fréquence de résonance sans amortissement. Bon, c'est un peu intuitivement, on pourrait s'y attendre. Donc moi, ce que je vous conseille de faire pour ça, c'est de regarder de tracer ces fonctions sur Wolfram, par exemple, ou sur n'importe quoi, MATLAB ou autre, et de vous entraîner à résoudre par
par voie numérique ces équations en utilisant MATLAB, Mathematica ou autre. Et essayer de voir à quoi ressemblent les solutions, parce que c'est assez intéressant. Voilà. Bon, alors pour ça, c'est fini déjà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Donc là maintenant, vous savez résoudre les équations différentielles du deuxième ordre à coefficient constant avec membre de droite et linéaire. C'est cool. Donc ça fait déjà beaucoup d'équations. Donc il y en a plein d'autres qui ne sont pas comme ça, mais là au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Si on vous donne une équation qui est un petit peu différente, vous pourrez en déduire comment faire. Voilà, donc ensuite, vous pouvez résoudre toutes les autres équations numériquement, et c'est aussi très, très intéressant à faire. Donc ce que l'on fait, ce que fait MATLAB ou ce que fait Mathematica quand il résout numériquement, c'est qu'il dit qu'au lieu d'avoir une dérivée, on a une différence. Et ensuite, il fait tendre le delta t vers dt, donc vers 0, et il transforme une différence en dérivée. C'est ce que fait MATLAB, c'est ce que font tous les solveurs d'équations différentielles. Et c'est tout. Donc là-dessus, ça c'est assez simple. Donc voilà. Donc maintenant, j'aimerais... Donc les fois d'après... là, c'est pas complètement fini. Je vais vous faire des petits trucs en plus, parce que je trouve que vous avez l'air de bien comprendre, donc c'est bien. Vous pourrez faire des choses un peu plus intéressantes, qui vont vous permettre d'apprendre à résoudre ces équations beaucoup plus simplement que ça, par transformée de Laplace, transformée de Fourier, etc. Qui a déjà entendu parler de la transformée de Laplace? J'en vois un. Je vais déjà repérer, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est bien, tant mieux. Donc je vais vous faire ça, et les fois d'après, on va commencer à réviser pour le test. Donc, je pense qu'Amilo continuera à faire ce qu'il fait à sa manière. Moi, je continuerai à faire ce que je fais à ma manière. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire à partir de la semaine prochaine des révisions de tests. Donc, la semaine prochaine, ça sera à distance parce que je dois rendre visite à un collègue à Bordeaux. Donc, malheureusement, je ne serai pas physiquement ici, mais je ferai le cours à distance quand même. Et donc, on va faire exactement la même chose que la fois d'avant. Et là, je ferai des solutions de tests passés. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Donc, je préparerai un des tests passés, si possible un que vous n'ayez pas déjà pour que ça vous fasse plus de matériel. Et comme ça, ça vous déstressera pour le test d'après. Alors, après la semaine prochaine, c'est quoi? On est combien? On est le 4, donc ça fait 11... 18, ouais, 18, il y a encore cours, et après, il n'y a plus cours, hein, c'est bien ça? Ok, ça tombe bien, ça nous fera 2 semaines pour faire des révisions. Donc, c'est idéal. Donc là, je vais juste vous introduire vite fait. On a une demi-heure, ça tombe bien. Bon, après, j'ai rendez-vous. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus long. Mais je voudrais quand même vous introduire l'idée de transformer de Laplace, parce que ça peut être utile si vous résolvez des équations différentielles. Si jamais je vois que ça passe bien, la semaine prochaine, je continuerai un petit peu sur les transformés de Laplace avant de faire des exercices. Voilà, donc ça c'est une première. Je ne l'ai jamais fait en première année, mais tous les ans ça va de mieux en mieux, donc ça va bien. Et alors, bon, a priori il n'y aura pas ça au test en janvier, mais on ne sait jamais. Si je vois que vous comprenez, je peux toujours vous donner une petite question simple, mais ça sera un bonus. S'il y a une question comme ça sera une question bonus. Il y a toujours des questions bonus parce que il y en a certains qui sont hyper rapides et qui finissent en la moitié du temps et qui ont tout juste. Donc, je trouve que c'est pas juste qu'ils s'embêtent pendant 1 heure. Donc, je leur donne des petites questions en plus pour qu'ils puissent se casser la tête. Et puis, ensuite, pour les autres, c'est juste aussi parce que comme ça, ils peuvent quand même avoir le maximum des points, même sans faire la question bonus. Donc, ça veut dire qu'avec la question bonus, vous pouvez avoir 130 sur 100. Donc, c'est quand même bien.
ça peut compenser d'autres problèmes. Voilà. Alors, on va dire transformer de Laplace. Je ne suis pas sûr que vous le fassiez plus tard, d'ailleurs, dans l'année ou l'année prochaine. Alors, pourquoi j'ai écrit placer? C'est absolument ridicule. De Laplace. Alors, donc, quand est-ce qu'elle est utile? Elle est utile tout le temps, mais en particulier quand on est donc utilité. Alors, je vous écris utilité parce qu'on est des ingénieurs, mais en tant que telle, c'est quand même une notion qui est très, très belle. Donc, en dehors de son utilité, elle existe, c'est une super, super belle notion. Je voudrais pas vous faire croire que les maths ne sont là que pour être utiles, c'est aussi quelque chose de beau en lui-même. Mais bon, c'est utile pour équations différentielles. Bon, d'ordre 2 par exemple. Bon, ordre, on s'en fout. Ordre n. Coefficient constant. Linéaire. Avec membre de droite discontinu. Discontinu ou sa dérivée discontinue. Donc ça veut dire que le membre de droite n'est pas lisse. Donc déjà, si on veut penser, donc elle existe indépendamment de tout ça, la transformée de Laplace, mais disons qu'on veuille l'utiliser pour résoudre ces équations. L'idée de base, c'est la suivante, ce qui est hyper simple. C'est on prend une équation différentielle et on la transforme en équation algébrique. Donc une équation algébrique, c'est par exemple x carré plus x plus 1 égale 0. C'est une équation algébrique, équation différentielle. X point point plus x point plus x égale 0. Okay, donc, ça vous rappelle quelque chose d'ailleurs, ça vous rappelle l'équation caractéristique. Parce que l'équation caractéristique, c'est une équation algébrique. L'équation différentielle associée, elle est différentielle. Okay, donc c'est un peu la même idée. Ensuite, on va résoudre l'équation algébrique. On va trouver une solution. Donc on va résoudre. Donc par exemple, on va dire que cette équation différentielle, l'inconnu, c'est x de t. On va trouver la solution de l'équation algébrique, où l'inconnu, c'est grand X, maintenant de S. Donc solution grand X de S. Et on va inverser la transformée, et c'est là où c'est difficile, et on va trouver la solution X de T. Donc là, ça va être Laplace. Là, ça va être Laplace inverse. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on essaye de trouver une technique pour transformer une équation différentielle en équation algébrique. Ok. Donc, évidemment, on doit définir les choses clairement. Donc, la définition, alors, pas du tout faite de manière rigoureuse, mais enfin, c'est une définition qui nous suffira. On va appeler grand F de S égale L rond
en général avec des accolades de f de t. Donc f c'est une fonction de R dans R. L, ça s'appelle la transformée de Laplace. Et non, plutôt ça s'appelle la transformation de Laplace, puisque la transformée c'est le résultat de la transformation. Donc transformation, ation, et ça c'est la transformée. Ok, alors c'est quoi cette définition? Alors c'est un peu barbare au début. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins st f de t dt. Voilà. C'est ça la définition. Alors, déjà, première chose, on a une intégrale. Déjà, c'est une intégrale impropre. Pourquoi? Parce que par définition, alors elle n'est pas impropre parce qu'elle n'est pas propre, pardon, du jeu de mots, mais elle est impropre parce que là, on a un plus l'infini. D'accord? Donc ça, c'est une intégrale impropre parce qu'on n'intègre pas entre deux bornes, on intègre sur un intervalle ouvert. Donc première chose, est-ce qu'elles convergent? Bon, on n'a pas du tout fait la théorie des intégrales impropres, donc impossible de vous expliquer tous les détails, mais enfin vous pouvez intuitivement sentir que si cette chose-là va vers l'infini plus vite que exponentielle moins st va vers 0, alors ça va diverger. Ok? Donc il faut que ce truc-là, ce f de t, aille vers 0, aille vers l'infini ou aille quelque part plus lentement que exponentielle moins st va vers 0. Donc il faut que ce soit quelque chose qui est plus lent. Alors je parle vraiment avec les mains, que exponentielle st quand t tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que si on a exactement exponentielle st, ça fait exponentielle moins st multiplié par exponentielle st, et ça déjà, ça diverge. D'accord? Puisqu'on trouverait plus l'infini. Donc on veut que ce truc aille plus lentement que exponentielle moins st. Donc déjà, on peut pas faire n'importe quoi sur ce genre de transformée. Bon, puisque nous on parle de système physique, ça c'est l'argument de l'ingénieur le plus général, on parle de choses qui existent, donc on ne se retrouvera pas dans des situations où cette chose diverge. Bon, c'est un peu faux comme argument, mais je vais le faire quand même. Donc je vais vous dire, pour l'instant on va supposer qu'on arrivera à calculer cette intégrale, et puis ça ira bien. Bon, c'est pas complètement faux en réalité, c'est juste mathématiquement c'est pas correct. Donc on va juste supposer que c'est vrai, et on va regarder quelques petites propriétés de la transformée. Donc, premièrement, c'est stable par combinaison linéaire. Ça veut dire, si on fait une combinaison linéaire de F1 et F2, donc C1, F1 plus C2, F2, alors on peut directement le calculer, c'est égal à C1 L de F1 plus C2L de F2. Alors ça marche parce que je ne le prouve pas. À cause
ou grâce à, comme on veut, de la linéarité de intégrale de 0 à plus l'infini, en tout cas quand toutes les choses sont intégrables. Ok. Ensuite, il se trouve que on peut calculer facilement certaines choses. Donc il y a des tabulations de transformées de Laplace, c'est-à-dire que pour les fonctions usuelles, on peut les calculer. Donc tabulation pour fonctions usuelles. Alors premièrement, f de t, on va dire que c'est la transformée inverse, donc on n'a même pas du tout prouvé que ça existait, mais c'est pas grave, de f de s, et que f de s, c'était la transformée de petit f de t. Voilà, ça c'est les définitions. Ensuite, maintenant si on calcule exponentielle at fois f de t, et qu'on en calcule la transformée, donc ça sera toujours comme ça, hein. À gauche la fonction, à droite la transformée. Ça revient à bouger d'un facteur de a. D'accord ? Donc on translate la variable s vers la gauche de a. C'est complètement évident parce que quand on calcule la transformée, on a exponentielle moins st, donc exponentielle moins st multiplié par exponentielle at, ça fait exponentielle s moins a le tout t, et donc ça revient directement à avoir f de s moins a, c'est évident. Ensuite, si on regarde la transformée de 1, donc la fonction constante égale à 1, et qu'on la transforme, on trouve 1 sur s. Ok, pourquoi ? Parce qu'on intègre 1 exponentielle moins s, on va juste regarder, exponentielle moins st de 0 à l'infini, et ça c'est donc 1, ça converge. 2, c'est 1 moins 1 sur s exponentielle moins st entre 0 et plus l'infini. Et ça, il se trouve que ça tend vers 1 sur s. Voilà. Ensuite, donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'intégrales. Hein. C'est que des choses qui ont trait à des intégrales. Ensuite, si on a exponentielle a fois t, on calcule la transformée, on obtient 1 sur s moins a. Alors, c'est pas toujours évident de trouver ces transformées, donc je les écris là vite fait, pas pour vous dire que c'est évident, mais tout simplement pour vous dire qu'il existe des transformées pour des fonctions usuelles. Donc, factoriel n divisé par s puissance n plus 1. Ça, c'est pour t puissance n, etc. Donc, il y en a plein. Il y a pour tn exponentielle at, sinus bt, cosinus at. Ensuite, les produits d'exponentielle et de sinus, c'est aussi faisable. Et les fonctionnels de Dirac, etc., les distributions de Dirac, etc., etc. Ok, donc là je ne vais pas vous montrer toutes ces choses parce que ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, mais imaginons, essayons de l'application
aux équations différentielles. Donc, supposons qu'on ait l'équation habituelle ax point point plus bx point plus cx égale g de t et qu'on veuille la résoudre en utilisant la transformée de Laplace. Donc, on va appliquer la transformée de Laplace à cette chose. Donc, on prend L de ax point point plus b x point plus cx égale L de G de t. Donc ça, on peut le faire seulement si à gauche et à droite c'est intégrable de 0 à plus l'infini, qu'on a supposé être le cas. Donc maintenant, par linéarité de la transformée de Laplace, ça revient à faire A, L de x point point plus B, L de x point plus C, L de x égale L de G. J'ai plus écrit les dépendances en T parce qu'elles sont inutiles. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer, par exemple, ça? Donc, L de x point. Alors, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins st que multiplie x point dt. Donc, n'oublions pas qu'on a aussi des conditions initiales. Hein. X de 0 égale blablabla, on le sait. X point de 0 égale blablabla, on le sait aussi. Donc, on va définir cette chose-là. Ah non, pas encore. On va définir grand X de S comme la transformée de Laplace de petit x de t. Ok, et maintenant on va simplement intégrer. Hein, donc ça nous donne intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins st x point dt. Alors vous voyez là, ce qu'on peut faire, c'est une intégration par partie. Ok ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait vous allez voir pourquoi. Donc u de t, on l'écrit exponentielle moins st, et ensuite on pose dv égale x point dt. Ok, donc ça veut dire que le exponentielle moins st, c'est le u, et que celui dont on sait calculer l'intégrale, c'est x point dt, donc on l'appelle dv. On sait en calculer l'intégrale, donc on le pose direct. Donc ça nous donne donc v égale x, et ça nous donne du égale moins s exponentielle moins st dt. Voilà, donc maintenant, on peut faire l'intégration par partie. Donc grand X, non, pas du tout. Donc intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins st x point dt égale, alors, entre crochets, x exponentielle moins st entre 0 et plus l'infini. Donc ça, c'est le u v. Okay, donc le u v moins intégrale de 0 à plus l'infini. Donc cette fois, on avait u dv, donc du v. Donc v du, c'est-à-dire x avec un moins, donc plus x fois s fois exponentielle moins st dt. Alors là, on voit bien que le s, c'est indépendant de t, donc on peut directement le sortir de cette intégrale, puisque c'est une constante. Donc ça nous donne
La première chose ici, x exponentielle moins st entre 0 et plus l'infini, ça qu'est-ce que c'est? C'est exactement x. Alors souvenez-vous, x c'est une constante ici, hein, parce que c'est t sur lequel on intègre. Hein. Donc là, ça c'est extrêmement bizarre. Enfin, ça va vous... Ça, le t, ça c'est le t, on intègre sur le t. Hein. Donc le x, il est constant. Donc on peut le sortir de ce truc, ce qui nous fait x exponentielle moins st entre 0 et plus l'infini. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien... ce truc-là, c'est Sx de S. Parce que x, grand X de S, c'est la transformée de la place de x. D'ailleurs, je n'aurais pas dû l'écrire comme ça. X exponentielle moins st, voilà. Non, c'est pas une constante. Pardon, je me suis trompé. Oubliez, c'est pas une constante, mais la variable sur laquelle on intègre, c'est t. X est une fonction de t, et x de t exponentielle moins st pris entre 0 et plus l'infini, ça, c'est la transformée de la place de x. Donc, voilà. Ensuite, moins. Ok, donc ça, 8. Au revoir. Plus. Cette fois, on a le s intégrale de 0 à plus l'infini de x de t exponentielle moins st dt. Ok, on va donc on prend les deux termes, on va reprendre ça doucement parce que là je suis allé un petit peu trop vite. Donc le premier terme, on va les prendre séparément du deuxième, on va regarder à quoi ça ressemble, ok? Donc ce terme-là, à droite, ça c'est S, grand X de S moins petit x de 0. Alors maintenant, on va calculer tout simplement la limite quand t tend... Alors, n'oubliez pas que ça, c'est une fonction de t. Donc, limite quand t tend vers plus l'infini de x de t exponentielle moins st. Ça doit être égal à 0 pour que la transformée de Laplace existe. Ok, donc finalement, ça veut donc dire que là, on va avoir tout simplement une dépendance seulement sur le terme en 0. Donc la limite en l'infini, ça va être 0, donc ça nous donne donc la limite en l'infini, quand t tend vers plus l'infini de x de t exponentielle moins st, moins la limite en 0, c'est-à-dire x de 0 exponentielle moins s fois 0. Ça c'est 1. Donc ça nous donne juste moins x0. Donc toute cette parenthèse, c'est moins x0. Et là, le s que j'ai sorti de l'intégrale, vous pouvez l'y laisser, c'est plus facile. Ça nous donne, enfin vous pouvez faire comme vous voulez d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, plus s fois... Alors d'ailleurs, laissez-le dehors. Désolé de changer d'avis toutes les 2 minutes. Donc, S fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc grand X de S, puisque ça, c'est la transformée de Laplace. Okay, donc, on y arrive. Ça nous donne donc ce truc-là. Ça nous donne moins X0 plus S, X de S. Et ça, c'est la transformée de Laplace de... On a commencé par quoi? X point.
Voilà. Et ça va être la même chose pour la transformer de la place de x point point. Donc, de la même manière, et après on s'arrête. De la même manière, L de x point point de t égale s carré x de s moins s x de 0 moins x point de 0. Et pareil, on a supposé que la limite en l'infini de x point fois exponentiellement st était 0. Voilà, et donc ça c'est chouette parce qu'à chaque fois qu'on voit une dérivée seconde, vous voyez, dérivée seconde, on multiplie par s carré, dérivée simple, on multiplie par s. Donc quand on va appliquer ça à l'équation de Laplace, à chaque fois qu'on aura une dérivée seconde, on multipliera par s carré. Quand on aura une dérivée simple, on multipliera par s. Et le troisième cas, ça va être juste la fonction elle-même. Et ça nous permettra de transformer tout ça en équation algébrique plutôt que d'avoir une équation différentielle. Voilà. Donc, c'est tout. Merci de votre attention. Et puis, donc je vous dis à distance à la semaine prochaine. Et bonne semaine.